Quitter l'attraction terrestre et s'envoler vers l'espace est un rêve envisagé, si ce n'est poursuivi par l'homme, depuis plusieurs siècles ou dès l'Antiquité. Lucien de Samatose, grand penseur grec, écrivit déjà une odyssée dans laquelle des hommes voyageaient vers la Lune et y rencontraient des autochtones. Après Lucien, nombre d'écrivains à l'imagination débordante vont ancrer le voyage spatial dans la conscience collective. Voyage dans la Lune de Cyrano de Bergerac en 1657, Microméga de Voltaire en 1752, Le Songe de Johann Kepler en 1634, The Man in the Moon de Francis Godwin en 1638. Si la Lune demeure la destination privilégiée, Mars et même des astres plus éloignés constituent aussi des objectifs. À savoir que les moyens de transport spatial sont ceux de l'époque, considérés bateaux, chevaux, oiseaux, ballons, canons ou même fusées. À partir du 19e siècle, la technique accompagne l'imagination. Le Français Henri de Graffigny envisage la propulsion photonique et la voile solaire. Quant à lui, l'Américain Thomas Sigismund Stribling, la propulsion nucléaire. La naissance de l'astronautique. Jusqu'au XXe siècle, l'exploration de l'espace se limita aux observations des astronautes et aux œuvres de fiction. Les premières initiatives scientifiques furent essentielles dans la mesure où elles créèrent un savoir qui influença et guida les pères de l'astronautique moderne, notamment pour la mise au point des fusées. Le premier de ces pères est le russe Konstantin Tsiolkovsky, chercheur et fondateur de l'aérospatiale moderne. Il réfléchit à un engin à réaction pouvant atteindre une vitesse nécessaire à la mise en orbite et son évolution dans le vide spatial. Il imagina les fusées à étages, le concept de station spatiale, l'utilisation de combustible liquide par mélange de carburant et de carburant en remplaçant de la poudre pas assez puissante car ne pouvant brûler dans le vide de l'espace. Il écrivit des textes compilant ses idées, mais limité par la technologie de l'époque, il ne passa pas à la pratique. Assez peu reconnu du temps de sa vie, il est tout de même considéré comme un pionnier. En 1909, Robert Goddard, un enseignant d'université aux États-Unis, travailla sur la réalisation de fusées à étage et à propulsion liquide, pour lesquelles il déposa des brevets. Il commença à fabriquer des prototypes financés par le Smithsonian Institute, une institution de recherche scientifique, puis par l'armée américaine lors de la Première Guerre mondiale. Alors que Konstantin Tsiolkovsky était passé assez inaperçu, Robert Goddard, lui, fut la cible des moqueries des journalistes. Le 13 janvier 1920, l'éditorial de New York Times écrivit « Il semble qu'il lui manque les connaissances du niveau de l'école secondaire. Pourtant, sa première fusée, à propulsion liquide, Nell, quitta le sol le 16 mars 1926 pour un vol de 2,5 secondes et 13 mètres de haut. » Le début de la course spatiale. Grâce aux avancées allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le domaine des fusées, le 3 octobre 1942, le missile prototype version 2 développé par Wernher von Braun décolle de la station Peenemünde en Allemagne. Ces missiles sont les premiers engins à atteindre l'espace, c'est-à-dire à dépasser une altitude de 100 km. Ils marquent la première étape de la conquête spatiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS, dans leur perpétuelle course à l'armement, tentèrent de créer des fusées capables de transporter des bombes nucléaires d'un continent à un autre. Von Braun et ses travaux sont ainsi récupérés par les États-Unis, devenant le pilier du programme spatial américain en 1958. Et c'est dans ce contexte de guerre froide que le projet d'un satellite artificiel devient réalité. Le 4 octobre 1957, l'URSS lance Prosteichi Sputnik 1. Simple sphère d'aluminium de 58 cm de diamètre, équipée d'un émetteur radio. Cet objet devient le premier satellite artificiel de la Terre. Après plus de 1400 tours de la Terre et un voyage de 3 mois en orbite, le satellite est détruit lors de son entrée dans l'atmosphère. Le 31 janvier 1958, les États-Unis parviendront à envoyer en orbite leur premier satellite, Explorer 1. Il permet notamment de découvrir la ceinture de Van Allen. Et le 29 juillet 1958, création de la NASA, l'Agence spatiale américaine. Passons maintenant au début de l'ère spatiale. Après la réussite des premiers programmes de lancement de satellites, débuta une course effrénée pour le premier vol habité. La vie humaine étant considérée précieuse, les premiers tests se feront sur des animaux. Le 3 novembre 1957, la chienne Laika décolle du sol soviétique à bord du vaisseau Sputnik 2. L'animal ne survit pas à l'expérience, la faute à une défaillance du système de refroidissement. Le 29 novembre 1961, le singe Enos décolle des États-Unis et devient le premier chimpanzé à réaliser le tour de la Terre. Le 22 février 1961, du côté français, c'est un rat prénommé Hector qui s'envola à 110 km d'altitude.
Souris, insectes, chats, tortues ou encore crapauds, les nombreuses espèces animales envoyées en orbite durant les années 1950 et 1960 ont permis d'acquérir des connaissances nécessaires sur le comportement du vivant dans le milieu spatial et de préparer ainsi les premiers voyageurs humains. Nous allons d'ailleurs en parler de suite. Les premiers hommes dans l'espace. Commençons du côté de l'URSS, le programme Vostok. Démarré en 1957, le programme devait aboutir au lancement d'un satellite de 5 tonnes et demie, logeant une personne et divers appareillages. Composé d'un module de commande et un autre d'équipement, seul le premier était prévu pour revenir sur Terre, en effectuant une retombée non contrôlée. Le cosmonaute devait s'éjecter à environ 7000 mètres d'altitude pour finir sa descente en parachute. Plusieurs fusées furent lancées, Sputnik 4, 5, 6, 9 et 10, et 2 anonymes transportant divers instruments, animaux et mannequins. 2 d'entre elles furent des échecs. 6 tirs habités suivirent et 7 supplémentaires furent abandonnés. Le 12 avril 1961, la première mission habitée, Vostok 1, fut lancée depuis le site de Tyuratam à Baïkonour. Elle emportait Youri Gagarin, qui devint le premier homme dans l'espace. Il effectua une orbite complète en 108 minutes. La mission passa près de l'échec car le module d'équipement ne se détacha pas du module de commande lors de sa rentrée dans l'atmosphère, ce qui déséquilibra l'ensemble. Cependant, la chaleur provoquée par le frottement de l'air détruisit le lien entre les 2 modules, ce qui permet à Gagarin de rentrer sur Terre. 5 autres vols suivirent. Tous des succès, malgré de nombreux incidents comme celui de Vostok 2 qui s'écrasa au sol sans faire de victimes après le même problème de séparation de Vostok 1. Vostok 3 et 4 évoluèrent ensemble dans l'espace à 5 ou 6 km de distance. Vostok 6 emmena la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, le 16 juin 1963. Passons maintenant du côté des États-Unis, le programme Mercury. Démarré en 1958, il est le premier programme spatial américain à avoir envoyé un homme dans l'espace. Il fut inauguré quelques mois après la création de l'agence spatiale américaine NASA et s'acheva en 1963. Les objectifs du programme sont de placer un homme en orbite autour de la Terre, d'étudier les effets de l'impesanteur sur l'organisme humain et de mettre au point un système de récupération fiable du véhicule spatial et de son équipage. Très différente de son concurrent soviétique, la capsule habitée était un cône équipé de rétrofusées, ce qui permettait à son occupant de rester dans la capsule lors du retour qui se finissait par un amérissage. Les premiers vols prévus furent de simples sauts balistiques, c'est-à-dire sans orbite. Les premiers tirs d'essai sans astronautes furent difficiles. L'une explosa en vol, tandis que l'autre ne fut pas maîtrisable. Ils envoyèrent ensuite avec succès dans l'espace le singe Ham, le 31 janvier 1961. En mai 1961, Alan Shepard fut le premier Américain à orbiter dans l'espace lors d'un vol à 187 km d'altitude qui dura 15 minutes. Le second vol habité par Virgil Grissom fut plus compliqué. Après l'amérissage, les boulons explosifs retenant la trappe de sortie de la capsule se déclenchèrent inopinément, ce qui la fit couler. Heureusement, l'astronaute put être sauvé par hélicoptère. Le 20 février 1962, John Glenn fut le premier Américain à orbiter autour de la Terre, malgré des soucis posés par un capteur indiquant une fausse anomalie et un parachute qui s'ouvrit trop tôt. Plusieurs vols Mercury suivirent, durant lesquels les astronautes franchirent de nouvelles étapes. Ils mangèrent, dormirent et atteignirent des durées de vol de 34 heures. Mais comme vous le savez très bien, il n'y a pas de réussite sans échec. C'est pour cela que nous allons parler des accidents et des incidents liés à la conquête de l'espace. L'histoire de Vladimir Komarov. Nous sommes en 1963 et un nouveau programme soviétique est annoncé et il détiendra la nomination de Soyouz. Ce nouveau programme constitué d'un nouveau vaisseau spatial sera capable de s'amarrer à une station spatiale ou à un autre Soyouz. La première mission de ce programme aura lieu le 23 avril 1967 avec à son bord le cosmonaute soviétique Vladimir Komarov.
Son ami et frère d'armes Youri Gagarin, quant à lui, est commandant remplaçant. Soyouz 1 étant la première mission et la première capsule construite pour ce programme, Kamarov et Gagarin savent très bien que rentrer dans ce Soyouz est presque une mission suicide. Mais alors, pourquoi Kamarov ne s'est pas manifesté pour refuser de commander ce vol si dangereux? Eh bien, c'est tout simplement pour sauver son ami Gagarin. Car si Komarov refuse de monter à bord de ce vaisseau, c'est Gagarin qui sera confronté à cette mission et donc à une mort potentielle. Le Soyouz 1 décolle alors de Baïkonour au Kazakhstan le 23 avril 1967, mais une fois en orbite, l'un des panneaux solaires censés alimenter le vaisseau en électricité ne se déploie pas, ce qui oblige Komarov à revenir sur Terre. Mais tout ne se passe pas comme prévu, car le parachute de freinage ne se déploie pas correctement et bloque alors le parachute de secours. Il est maintenant 3h22, le Soyouz 1 fonce comme un boulet de canon vers la surface terrestre, avant de s'écraser à une vitesse proche de 180 km/h. Nous sommes donc le 23 avril 1967, après 26h47 minutes et 52 secondes de vol, Vladimir Komarov sauve son ami et devient le premier humain à mourir lors d'un vol spatial. Suite à cette tragédie, des dizaines d'accidents ont eu lieu, notamment lors de tests. Nous allons en citer quelques-uns. Apollo 1 aux USA. Le 17 janvier 1967, un feu a eu raison de l'équipage d'Apollo 1 durant un entraînement dans leur capsule. Une étincelle électrique a mis le feu à l'environnement d'oxygène pur, tuant Gus Grissom, Edward White et Roger Chaffee. Longue Marche, en Chine. Le 14 février 1996, à Xichang en Chine, la fusée de la Longue Marche vira hors trajectoire 2 secondes après lancement, s'écrasant dans le village proche et détruisant 80 maisons en tuant 56 personnes. Soyouz U, en Russie. Le 15 octobre 2002, au cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, Soyouz U explose 29 secondes après lancement, tuant un soldat, Ivan Marchenko, et blessant 8 autres. Cela mit aussi le feu à une forêt proche et le pas de lancement fut endommagé. Conquête de la Lune. On va tout d'abord commencer par le côté de l'URSS. Le programme Luna est une série de missions spatiales inhabitées envoyées vers la Lune par l'Union soviétique entre 1959 et 1976. 15 de ces missions furent considérées comme un succès, soit grâce à une mise en orbite réussie, soit parce qu'elles atteignirent le sol lunaire, et plusieurs sont une première dans l'exploration spatiale. Luna 1, premier engin spatial à s'affranchir de l'attraction terrestre le 2 janvier 1959. Luna 2, premier impact sur le sol lunaire le 12 septembre 1959. Luna 3, première photographie de la face cachée de la Lune le 4 octobre 1959. Luna 9, premier à se poser en douceur le 31 janvier 1966. Luna 10, la sonde se place en orbite lunaire et devient ainsi le premier satellite artificiel de la Lune, le 3 avril 1966. Luna 17, premier retour d'échantillons lunaires sur Terre. Luna 17 et 21, envoi de 2 rovers Lunaroid 1 et 2 à la surface de la Lune. Ils sont les premiers robots téléguidés depuis la Terre à explorer un corps céleste, préfigurant ainsi l'exploration spatiale automatisée. Ces missions comportent de nombreuses expériences scientifiques sur la composition. Passons maintenant aux côtés des États-Unis. Lors des années 60, la course à l'espace fait rage. Les États-Unis veulent frapper un grand coup après l'envoi du premier homme dans l'espace par les Soviétiques en 1969. John Fitzgerald Kennedy lance donc le programme Apollo avec un objectif très clair, mais jugé irréalisable et incertain pour l'époque, envoyer un homme sur la Lune avant l'arrivée de la Saint-Sylvester 1969. S'ensuivent alors de nombreuses missions, habitées ou non, pour permettre l'atteinte de ce fameux objectif, de poser un pied humain sur la Lune. Le 16 juillet 1969, la mission Apollo 11 avec son équipage composé de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins est lancée. Le voyage allait se faire sans aucun souci majeur, mais lors de l'arrivée dans l'orbite lunaire, une saturation de signaux de l'ordinateur de bord va créer des problèmes à l'équipage, qui fut dans l'obligation de se poser à plusieurs kilomètres du point d'origine. Après cette arrivée quelque peu mouvementée, l'équipe passera au total 21h30 à la surface lunaire. Ils n'auront que 120 minutes pour rouler et marcher sur la Lune, soit la moitié du temps initial prévu. Suite à leur péripétie de l'alunissage, tout cela n'a pas empêché Neil Armstrong de sortir la citation la plus connue du XXe siècle.
It's one small step for man, one giant leap for mankind. L'objectif fixé par le président est donc atteint et retransmis par Mondovision dans le monde entier. La suprématie des États-Unis ne fait plus aucun doute. Au-delà de la course aux étoiles, la NASA a également confié une mission scientifique aux 2 anciens pilotes, la mise en place d'un sismomètre, d'un capteur de rayons cosmiques et surtout le prélèvement d'échantillons lunaires. Et donc voici une autre tâche qu'ils ont accomplie à la perfection, car ils sont rentrés à la base avec une vingtaine de kilogrammes de roches lunaires. Une aventure qui aura duré 195 heures au total et qui se solde sur une anecdote à la fois drôle mais pertinente. Nul ne peut ignorer la loi. La roche lunaire provenant d'une planète étrangère a été également enregistrée à la douane. Et maintenant, on va s'intéresser à l'histoire moderne de la conquête spatiale, ou plutôt SpaceX. Elon Musk, un entrepreneur américain, imagine un projet d'industrialisation de Mars. Il souhaite se poser à sa surface et y faire pousser des végétaux à l'aide de serre. Il décide alors d'acheter un petit lanceur russe afin de mener à bien son projet. Abasourdi par le prix exorbitant de celui-ci, il quitte la Russie sans lanceur, mais avec une nouvelle idée en tête, la production de lanceurs orbitaux à très bas coût. C'est dans cette optique qu'en mai 2002 est fondée SpaceX. L'entreprise travaille d'abord sur un lanceur léger qu'elle dénomme Falcon 1, mais les débuts s'avèrent chaotiques. En mars 2006, après de multiples retards, la première Falcon 1 explose 30 secondes après avoir quitté le sol. Un an plus tard, l'essai est réitéré. Cette fois, c'est un arrêt prématuré du moteur qui provoque l'échec de la mission. En août 2008, un nouvel essai est effectué, mais nouvel échec, car le premier et second étage se percutent juste après leur séparation. Le 29 septembre 2008, mission réussie, la 4e Falcon 1 devient le premier lanceur privé à atteindre l'orbite, un succès qui sera confirmé lors du 5e et dernier vol de cette petite fusée. Mais SpaceX n'a pas l'intention de se cantonner aux fusées légères. Depuis 2005, l'entreprise travaille sur un second lanceur bien plus puissant dénommé Falcon 9. Et comme son nom l'indique, il fait appel à 9 moteurs pour son premier étage, là où la Falcon 1 n'en employait qu'un. Dès 2006, l'entreprise parvient à séduire la NASA qui concrétise son intérêt par un contrat. En 2008, la Falcon 9 est sélectionnée pour le programme de ravitaillement de la Station spatiale internationale. Et en juin 2010, après quelques années de développement, la première Falcon 9 réussit sa mission. La particularité de ce vol, le premier étage est équipé d'un parachute. SpaceX tente de le récupérer pour le réutiliser, mais sans succès. L'entreprise envisage déjà la récupération comme la clé qui lui permettra de faire chuter les coûts de l'accès à l'espace. Mais la méthode du parachute n'est pas la bonne. Après une seconde tentative, SpaceX met la récupération de côté. Et les premiers vols de la Falcon 9 sont tous dédiés au ravitaillement de la Station spatiale internationale. Le rythme est plutôt long, de tir en 2010 et de tir en 2012. Les choses commencent à bouger en 2013 avec l'arrivée de la version 1.1 de la Falcon 9. Faisant appel à une version dopée du moteur, celle-ci propose des performances bien supérieures à son aîné. C'est également pour SpaceX le retour des tentatives de la récupération. L'objectif est toujours de poser le premier étage doucement dans l'océan. Mais cette fois, c'est un de ces 9 moteurs qui doit freiner la fusée. Le premier vol de la Falcon 9 1.1 est un succès, mais pas la tentative de récupération. La fusée réussit sa rentrée atmosphérique mais vient de s'écraser dans l'océan à grande vitesse. En 2014, les choses s'accélèrent. L'entreprise lance 6 Falcon 9 tous avec succès et parvient à récupérer 2 des premiers étages en les faisant amérer doucement. Les fusées sont dorénavant équipées de pieds rétractables car l'entreprise prépare déjà l'étape suivante, une récupération de la fusée sur une barge en pleine mer. Une première tentative eut lieu en janvier 2015. Là encore, SpaceX s'y prend à plusieurs fois sans succès, vu qu'en juin, une défaillance du second étage va entraîner la perte d'un cargo de ravitaillement de la Station spatiale internationale. Le 22 décembre 2015 marque une date historique pour l'entreprise. C'est la date d'entrée en service de la Falcon 9 Full Thrust, une fusée encore plus puissante que ses prédécesseurs. En mars, lors de son premier vol, elle revient se poser à proximité de son pâtir. En réalisant cet exploit, SpaceX valide la première étape de son objectif. L'atterrissage sur une surface sèche permet de récupérer un étage relativement peu endommagé, ce qui est le premier pas vers la réutilisation. La récupération sur une barge va se révéler un peu plus compliquée, mais après quelques essais supplémentaires, l'entreprise américaine finit là aussi par y parvenir.
Le rythme des lancements continue à s'accélérer, 7 en 2015 et 9 en 2016. 2017 marque l'année de la consécration pour l'entreprise. Elle parvient à lancer 18 Falcon 9 et réussit toutes ses tentatives de récupération. Et 5 de ces vols font appel à des premiers étages réutilisés. La preuve est faite, il est possible de faire voler une fusée plus d'une fois. En 2018 commence alors un programme intensif prévoyant d'envoyer des vaisseaux à destination de Mars, tous les 2 ans quand la Terre et Mars entrent en opposition. Cette séquence devra aboutir par une mission habitée qui touchera le sol de la planète rouge en 2025. Grâce aux percées de SpaceX, c'est toute l'industrie spatiale qui se met en mouvement. Oui, allume-toi, allume-toi! T'as filmé, hein? T'as bien filmé? La réutilisation des premiers étages de lanceurs est maintenant étudiée, voire développée par de nombreux acteurs majeurs du secteur. De même, les moteurs en méthane si chers à SpaceX, pour ces plans martiens semblent avoir la cote chez presque tous ses concurrents. En l'espace de 10 ans seulement, l'entreprise s'est taillée une place de premier rang dans le secteur spatial années. Il est très difficile de ne pas être impatient pour les 10 prochaines.